faire un petit... On doit être en live ici. Il va être regardé sur... Bonjour à tous. Bonjour Christian Méline. Bonjour François Lamotte. Bonjour, on a eu une discussion bonjour François. Super intéressante avant de commencer, donc on va la reprendre. On n'a pas vu leur passer, ouais. Mais on est déjà en... Attends, on est déjà en... Ah oui, ici, live ici, ok. Ouais, on est en live. Ouais, tu le vois en haut à gauche. Donc, on manipule les nouveaux outils, on est content, on s'amuse avec ce live. Et ce qui est génial, moi, je suis trop content que François mène la danse et que Christian soit là. Et d'ailleurs, je vais vous laisser dans 5 minutes. Je vous disais en off tout à l'heure que je dois écrire un petit article, pas sur un consultant SEO Web3, mais sur le Web3. Et moi, ce qui me plaît dans cette idée de Web3, j'ai envie d'y croire. J'ai pas une vraie croyance, mais ça me ramène un peu quand j'ai découvert Satoshi et ce concept hyper large là, de crypto, de blockchain et tout ça. Ça me ramenait à notre vision du web et de l'internet qu'on avait en début 2000 dans ce monde, de cette idée de partage, cette idée de vraiment partager la valeur dans tous les sens du terme. Et Christian nous évoquait ses premiers liens. François animait déjà des lives. Des liens naturels, je précise, et des vrais liens et de beaux liens même. Oui, où ça? Sur d'université américaine, oui, bien sûr. Donc, ouais, tu étais déjà dans le web en 93, toi. Alors, je faisais des CD-ROM à l'époque. Nous aussi, on a commencé avec ça. Voilà. Je faisais des CD-ROM, je faisais des jeux en ligne. On a fait, pour te donner une idée, alors, je ne saurais plus te donner l'année exacte. Aujourd'hui, ça paraît banal avec Ajax, tu vois, les gens qui font qui reproduisent des logiciels pour des formations d'e-learning. Et on a fait, je crois que c'était en 98, sauf erreur, avec le plugin de directeur Shockwave, on a refait Excel, Word, Access pour Ziff Davis aux États-Unis et tout un cursus pour apprendre les logiciels dans un navigateur. Et c'était le premier vrai cours d'e-learning à ma connaissance dans le monde du logiciel. Et ils sont venus chercher des Français parce que apparemment les Français ont une petite patte et les Finlandais aussi. À l'époque, c'est ce que les Américains disaient. Et effectivement, c'était une aventure passionnante parce que tu imagines le truc, le logiciel qui te corrige dans ta page du navigateur à une époque où les mecs ils voient que du texte, quoi. Et le truc qui bouge tout seul, il te donne des points si tu as cliqué sur la bonne cellule, si tu as tapé la bonne formule. Reproduire un logiciel comme Excel je veux dire, à la limite, bon, les gens n'ont peut-être pas connu Director, mais c'était ce qu'il y avait avant Flash. Et c'était une puissance rare. Après, ils sont passés à la 3D. Mais faire ça à cette époque-là, alors que les gars connaissaient avec des pages statiques, c'était étonnant, quoi. Donc, effectivement, ça nous a donné l'occasion de démarrer, en fait, par l'e-learning, dans le médical, notamment sur les intranets aussi, surtout les intranets en fait à l'époque, plus que le web, parce que le web IBM en 80. Salut Frédéric. En 90, se demandait encore si l'e-commerce marcherait un jour. Donc tout le monde se posait plein de questions. Est-ce que le web va marcher? Est-ce que le web va pas marcher? Et tout le monde a été pris de court finalement. Ça a été vraiment une aventure, c'était le Far West, quoi. Sans parler de l'explosion après de la bulle. D'abord la bulle, ensuite en explosion, où là, c'est allé à une vitesse. Ouais, c'était fou. À l'époque, les banques, ils prêtaient, tu disais Internet, projet Internet, et bam, ils envoyaient des sous. Alors, attention, aujourd'hui, c'est pire que ça, c'est pire. Hein. Aujourd'hui, c'est pire parce qu'ils investissent encore plus de fric sur des non-projets. À l'époque, moi, j'avais des potes qui faisaient des hologrammes, des choses comme ça. Je te parle de ça il y a 25 ans. Hein, qui faisaient des trucs vraiment de fous connectés en 3D. C'est-à-dire que tu pouvais faire des... non, on avait vraiment des projets de dingue. Mais c'est Bonjour Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à tous. En fait, c'était une époque de dingue parce que d'abord Hollywood.
ne produisait pas les films qu'il produit aujourd'hui, avec plein d'effets spéciaux. Du coup, les gens étaient admiratifs de ce qu'on était capable de faire sur le web, de ce que quelques personnes avaient eu la chance de pouvoir faire sur le web, parce qu'il fallait trouver les budgets quand même. Ouais. Je me rappelle de la fois où tu as un type qui, pour la première fois, a fait un truc avec des pages qui tournent. Le flip. Oui, le buzz que ça fait, ce truc. Personne ne savait comment il avait fait. Et en fait, de mémoire, c'était même fait en flash, je crois. C'est un truc très ordinaire et qui a fait un buzz monumental. Et le gars, bah oui, forcément, tout le monde donnait l'adresse sur le site et c'était le lien de l'époque, le vrai lien, le lien. Je te recommande d'aller voir ça, tu vas être secoué. Et comme les types, voilà. Mais après, malheureusement, d'abord Hollywood s'est vachement développé. Et il y a eu une vraie concurrence avec le cinéma pendant un temps. Nous, on faisait pas mal de jeux multi-user à l'époque. On a fait pour mon Palace Multimédia, on avait fait un jeu qui était basé un peu sur un truc comme les Pokémon, massivement multi-user. Et en fait, ils sont arrivés au bon moment, c'est-à-dire que tout ce que c'est la figure, ils ont voulu faire ça. Mais enfin, ils comptaient en vendre 2 700 000 quand même, leur truc. Et donc, c'était vraiment un business plan énorme, rien que pour un jeu, parce que les trucs en 3D, interactifs, où il y a plein de gens ça se faisait pas vraiment à l'époque. Ils essayaient de faire des télévisions, des TV sur le web alors qu'il n'y avait pas de connexion. On hallucinait complètement. Mais il y avait des projets de fou, vraiment de fou, au sens où en fait l'imagination des gens dépassait la capacité d'admiration d'internautes. Et c'est une époque, si tu l'as pas connue, tu peux même pas. Mais maintenant, c'était la centralisation. C'était la centralisation de toutes les grosses plateformes. Maintenant, comme tout le monde, la majorité des gens sont sur ces plateformes, c'est difficile pour eux d'imaginer qu'il y a un espace de liberté ou de créativité ou des choses qui sont possibles. Ouais, c'est ça, on est passé ailleurs, à ces réseaux sociaux. Les flashers ont eu une deuxième vie quand il y a eu les apps qui devaient sortir. C'était très rigolo. Et aujourd'hui, tu sais que il y a eu cette étape de 2001 qui a tout démoli. Oui, c'est ça, c'était le métavers. Tu as raison, c'était ça. On nous a menti. Second Life, c'était un peu ça déjà. Second Life, c'était le métavers avant. Tout le monde voulait avoir son SIM. Ah oui, toutes les banques voulaient avoir leur banque dans Second Life et tout ça, c'était le. Avatar. Et la SNCF s'est payé son propre Second Life que nous avons développé pour accueillir 5600 nouveaux cheminots qui maintenant éventuellement vont nous faire chier à faire la grève. Mais bon, passons. T'empêche qu'ils avaient fait un truc multi-user qui est en 3D avec plein de sacs qui était super intéressant, super marrant, qui était une façon très sympa d'accueillir les gens. Et les gens pouvaient faire connaissance à travers les différentes gares, les différents endroits où ils étaient. Voilà, donc ça, il y avait encore. Alors là, c'est en 2007, donc le coup de 2001 était un peu amorti. Malgré tout, il y a eu 2008 derrière, et là, c'était la seconde couche. Là, c'était le coup de trop, et du coup, l'aspect ludique du web, je dirais, a été démoli littéralement à ce moment-là. Quand je dis démoli, c'est-à-dire que dans la communication institutionnelle, le fait de mettre un peu d'humour, le fait de mettre un peu de fantaisie, le fait de faire un peu d'effet, c'était déplacé. Voilà. Le seul jeu qui a eu beaucoup de succès après 2001, c'est un jeu où on pouvait fracasser la tête de Ben Laden quand il passait sur un espèce de machin, je ne sais pas si vous vous souvenez, il passait sur un espèce de nuage et puis le mec il tirait dedans. C'est le seul jeu qui marchait, quoi. C'est une sorte de Space Invader. Bon. Et ça a marché. Mais du coup, derrière, plus aucun jeu, plus rien, les gens tristes. Les gens tristes. Voilà. Et ça a été vraiment un tournant 2001 d'abord et 2008 après. Alors 2008, c'est un tournant pour Google aussi, puisque du coup, c'est là que les banques sont arrivées chez Google, puisque a priori, la crise de 2008, c'est aussi la crise de Google.
où Google vendait énormément d'AdWords aux banques. Et les banques se sont pris une vraie branlée en 2008. Ouais. Et du coup, je pense que c'est eux qui les ont incités à essayer de prévoir à l'avance ce type d'événement pour être à l'abri. On mis plein de pognon là-dedans et c'est là où Google a changé. Enfin, si tu mets tout en face, tu t'aperçois qu'il y a eu un truc qui s'est passé à ce moment-là. C'était plus le Google rêveur avec tu as un super projet, allez hop, on le développe et tout, on va s'éclater avec. Là, ils ont commencé à fermer les boîtes qui n'étaient pas rentables. Ils ont commencé à fermer des projets, à ouvrir que des choses un peu ternes, un peu banales. Et puis, il fallait faire du fric. Et puis, voilà. Et AdWords, à l'époque, a failli fermer. Hein. En 2008, oui. Ouais. Et tu as Larry Page qui a fait le tour de toutes les officines pour dire rassurez-vous, on va se rattraper, on a des idées. Ils préparaient shopping, en fait. Ils ont fait le tour pour rassurer les employés de Google parce que les types étaient inquiets, c'est ce qu'ils les faisaient bouffer. Et il y avait de quoi avoir peur. Tout le pognon venait des banques, en fait. Donc après, ils ont vulgarisé, etc. Mais ils ont fait tomber la limite des enchères, par exemple. Ils ont fait des tas de trucs qui étaient un peu critiquables quand même. Et c'est là, Google s'est mis à devenir une boîte à fric. Ils ont paumé leur poésie. Ça a été aussi le début de l'e-commerce pour les PME. Moi, je suis rentré dans le web en 2008. On a pris la crise dans la figure. Ouais. Les institutionnels sont un peu disparus. La techno s'est démocratisée. Ça a été un gros changement. Et je ne savais pas que tu avais un profil si tech que ça, même si aujourd'hui, on sait que tu es un master du genre. Mais et comment est-ce que tu es arrivé, toi, dans la sémantique, alors, en fait, je ne suis pas arrivé dans la sémantique, je suis arrivé dans la sémiologie. La sémiologie, encore mieux. Encore mieux. Non. D'abord, je suis à cheval sur la linguistique, sur la sémantique, sur le sens de choses, sur les jeux de mots, comme tu as remarqué. Et il se trouve que j'étais amené à faire un jour un algo qui permettait de reconnaître des signaux dans des voix, dans des conversations, dans des réactions d'individus et autres, et qui analysait d'une façon totalement autre que les stats. C'est-à-dire à l'opposé complètement de tout ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui. C'est pour ça que ça me tape sur les nerfs quand les mecs qui parlent d'IA. Parce qu'ils en font pas, hein, je peux te dire. Hein. Ils font de la data, ils font de la stat, mais rien à voir avec ce genre de truc. Et donc, ça a donné naissance, effectivement, quand j'ai vu que Google commençait à s'intéresser à ça, j'ai essayé de trouver par mes moyens à moi ce que eux faisaient. Et c'est comme ça que sont nés les métamos. Et c'est comme ça qu'effectivement, tout s'est mis un petit peu ensemble, au sens où j'avais de quoi n'importe quel type de signal, et qu'en plus de ça, j'aime bien les textes qui sont bien écrits, où j'apprends plein de trucs. Passionné de savoir, de connaissances. J'ai arrêté la fac à 37 ans. le grand malade. Donc, apprendre, hein, c'est ce qu'on essaie de donner dans ces lives, un peu de pédagogie et de partager. Vous êtes des puits de science tous les deux. Je me relève. Alors, puis je sais pas, mais des abysses de science. Je suis très content. Comme je vous disais, je crois que je ne l'ai pas dit en public, je l'ai dit en off. Marketing Air Force, moi, je l'ai monté pour mettre en avant des bêtes de course de leur thématique pour aller attaquer l'e-commerce à Paris. François m'a dit ouais, c'est la world domination. en mode partage, en mode Internet 2000. Donc je suis très content. Bonjour Candura. Oui, j'ai sous les yeux. Alors, bonjour Dan, bonjour Sébastien, bonjour Frédéric, bonjour Restream. Apparemment il est là aussi. Et bonjour Candura. On a fait une intro de 15 minutes. Je m'efface. Tout le monde est déjà parti. Tout le monde est déjà parti. Il dit c'est pas trop tard. Ouais, c'est ça.
Ben, on avait dit combien 10 minutes? Merde, on est Voilà, déjà à 16 minutes. 5 minutes, c'est bien. Non, c'était super. Merci Christian, merci François, à demain. Rendez-vous demain aux Actu Web. Je suis très content. Il y a le SEO Camp qui m'a invité. Je vais rejoindre la bande. Dan, il est sur un événement à Strasbourg, il ne sera pas là. Mais je vous ai prévu de commenter une petite actu croustillante. On m'a dit surtout pas de polémique. Je ne sais pas comment je vais me retenir face à ce que j'ai vu. Ok. Ah bon. Allez, bonne soirée, à plus tard. Ciao. Je vous écoute. Hein. Bye. Bon. Alors, enfin seul. Les deux. Voilà. Enfin seul. Enfin. Oh, le gros mot. Le gros mot, non, allez, c'est pour la rigolade. Et je suis là, je suis pas loin, je t'entends. Il espionne tout. Il est toujours pas parti. Et il peut revenir, Non. Alors, non. T'as vu, il se cache, en fait, il s'est planqué derrière mon logo. Ouais. Oui. T'as vu, là? Ouais. D'ailleurs, enfin, c'est très drôle comme mot, en fait. C'est un des termes qui montre une charnière dans la langue, dans un texte, qui est assez rigolo, parce que ça peut être le début ou la fin, ou un soulagement, ou un truc. C'est très, très drôle comme utilisation, les utilisations multiples de ce terme. C'est très rigolo. Donc, quand tu disais « enfin, il est parti », eh ben alors voilà. Oui. En fin de compte. Voilà. Donc, toi, on va reprendre un peu l'historique. Donc, tu as, on va dire en tout cas par rapport au sujet de la soirée sur la ligne éditoriale. Donc, tu as commencé avec les métamos. En quelle année est-ce que les métamos étaient sortis? En tout cas, la version ça dépend comment on les date, parce qu'on est obligé de les mettre en parallèle avec l'utilisation de la sémantique, la vraie sémantique par Google. En réalité, au début, ils faisaient plus ou moins de la thématique. Oui, tout à fait. Ils savaient reconnaître un truc qui parlait de rugby et puis un truc qui parlait de vélo, quoi. Encore que on pouvait le tromper pour lui. Donc, un lien naturel, c'était un site de vélo qui faisait un lien avec un site de vélo. Bon. C'était le début, on va dire, d'un intérêt pour les catégories de démos. Okay. Après, ils ont commencé à bosser en 2012 sur les vecteurs de contexte. Et c'était à l'époque où, effectivement, moi-même, je voyais des choses bizarroïdes sur Internet, sur les pages que je voyais, sur des pages de musique où les gens font pas de lien, des pages de théorie musicale où il n'y a pas de lien, il n'y a pas de rien du tout. Et je voyais quand même des trucs qui revenaient, des conjonctions de mots. Et j'ai dit, tiens, si j'utilisais mon machin pour voir si ça marche. Et donc, j'ai utilisé les algos que j'utilisais en sémiologie. Et donc là, effectivement, je me suis amusé et ça a marché. Parce qu'en fait, ça ne fonctionne pas du tout comme des vecteurs de contexte, mais ça sait les trouver. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est pas parce que tu peux arriver en fait par plusieurs chemins à la même chose. Et tu peux très bien t'emmerder avec des vecteurs, perdre même complètement le sens des réalités parce que le vecteur, dans la langue, il n'existe pas. Dans la sémantique vraie, il n'existe pas. Il n'existe que pour les informaticiens. Mais du coup, le sens, tu ne peux pas le coder là-dedans. D'accord? Quand tu fais par contre des algorithmes basés sur des chemins, sur des trucs un peu crus, des trucs qu'on fait, on code justement des signaux qui se produisent et qui s'enchaînent et qui ont un sens. Et on sait induire un sens, provoquer un sens, le lire, le prévenir, le prévoir. Et donc, on est complètement à l'intérieur d'un phénomène quasi humain, quoi. C'est-à-dire que, je ne parle pas d'intelligence artificielle, attention, hein, pas du tout. Hein. Je parle simplement de compréhension. C'est-à-dire c'est l'éternel problème que j'avais à la fac, c'est de dire à mes profs, mais pourquoi vous nous faites faire des opérations mathématiques? Franchement, les types, vous nous faites faire une opération mathématique et à part le début du problème et la solution, il n'y a rien dans vos opérations mathématiques qui épouse la réalité. Mais ça vous permet de calculer la fin. Mais entre les deux,
c'est fiction. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et en fait, toute la voie qui est empruntée aujourd'hui, basée sur la data, basée sur la stat, on ne cherche pas le pourquoi, ni le sens. On constate, on calcule. Et entre les deux, c'est n'importe quoi. Mais ça marche. Hein, ça marche parce que derrière, il y a l'humain qui l'a fait. Et alors que moi, je leur disais, écoutez, c'est pas la peine, là, vous avez lancé un tableau, c'est super. Enfin, quand vous regardez l'exposé du problème et vous regardez l'autre bout, vous avez la réponse. C'est pas la peine d'aller vous emmerder à effacer de la main gauche ce que vous avez écrit avec la main droite. Vous perdez un temps monstrueux, les gars. Et donc, si tu veux, ils n'épousaient pas, selon moi, assez la réalité qu'il fallait juste décomposer pour avoir la solution. Et quand tu parles des enchaînements, c'est des mots qui vont ensemble, des mots qui vont ensemble par rapport à une signification. Voilà, c'est-à-dire que le mathématicien va peut-être appeler ça des chaînes de Markov ou autre, parce qu'il constate que statistiquement, tel mot va suivre tel mot. Bon. Mais ça, c'est une façon purement statistique d'appréhender la sémantique, mais ça pourrait être attribué en fait à des... Tu peux te servir de ça pour plein de trucs. Par exemple, en bourse, tu prends du Monte Carlo ou du Markov, tu fais des trucs formidables en bourse, tous les petits robots, ils fonctionnent comme ça. Mais c'est basé sur des constats, en fait. Et l'opération en elle-même, l'intérieur de ce qui se passe à l'intérieur de l'opération, ne ressemble pas à la réalité. Alors que moi, j'avais une voix plutôt qui considérait que c'est à un moment ou à un autre de ton raisonnement, du fonctionnement de ton truc, tu quittais la réalité pour rentrer dans des maths ou rentrer dans de l'abstrait, un truc qui n'épousait pas une étape de la réalité, tu passais à côté de quelque chose. Et donc, le problème, c'était d'arriver à le faire. Alors, sur la sémantique, c'est faisable. Sur l'analyse vocale, c'est faisable. Sur un certain nombre de choses qui sont en fait propres à l'expression humaine, c'est faisable. En tout cas, c'est faisable quand tu es un humain. C'est-à-dire que quand tu as pu faire un peu d'introspection et regarder comment tu fonctionnais, pourquoi tu avais des stimuli, parce que la sémiologie, c'est pas le feu rouge, feu vert, hein, c'est un stimuli. Hein, c'est, voilà, Oui. donc, parce qu'il y a deux sens au mot signe. Hein, pas qu'à chaussure. Donc, effectivement, là, il y a une approche qui n'est pas qui est basée sur vraiment le sens profond des choses. C'est d'ailleurs pour ça que, même sans connaître la langue anglaise, je ne parle pas anglais, je le précise, je le lis, mais je ne parle pas. Je ne le comprends pas si on me l'expose à l'oral, pas davantage que le russe ou autre, et pourtant, j'ai fait les métamores 55 langues. Or, les Russes, ils m'ont un peu coupé dans mon élan. Hein, désolé, ça existe en russe sur le Coco SE, mais je vais leur faire une couche supplémentaire. Mais là, avec ce qui se passe, j'ai pas le courage de finir. Voilà, donc c'est pourquoi, parce qu'en fait, au-delà des mots qui sont déjà un code pour l'humain, un mot, des lettres d'abord, si tu dois écrire, un mot, donc plutôt de la phonétique. Ensuite, tu mets des mots, tu fais des phrases, en fait, ce sont des concepts qui se mettent bout à bout. Si tu arrives à les représenter autrement que par des vecteurs ou autres, c'est simplement de comprendre ce que c'est, tu arrives à faire quand même quelques petites choses, tu fais peut-être pas tout, mais tu arrives à faire des choses, et notamment à détecter si un texte parle vraiment de ce qu'il dit qu'il parle, ou ce qu'il faudrait mettre pour qu'une machine qui, elle, va utiliser des vecteurs de contexte, elle va utiliser effectivement d'autres méthodes parce qu'elle ne connaît que les stats. Elle va bouffer des data centers entiers là où effectivement, avec un seul Mac, je fais 1,5 million à 2 millions par jour de comparaisons sémantiques entre pages sur un Mac. Eux, ils vont utiliser un data center complet pour faire ça, parce qu'ils utilisent des vecteurs, des calculs, des trucs qui sont en fait qui donnent de bons résultats, mais qui sont dans le calcul, à l'intérieur du calcul, éloignés de la réalité. Donc effectivement, c'est une voie qui au départ, me rappelle, avec Dorléans, on avait beaucoup de discussions là-dessus qui semblaient complètement utopiques.
C'est-à-dire que le langage naturel, ça buguait, quoi. On ne savait pas par quel mot prendre. Et d'ailleurs, Marc Cartier lui-même, quand il a voulu faire la vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire sa machine pensante, et ils sortaient au même problème, ils ne sont jamais arrivés. Hein. Ils ont fait que des bras articulés, quoi, en fait. Hein. Mais il n'y a pas le cerveau, il n'y a pas le cerveau. Donc, c'est ça que j'aime pas, en fait, dans l'intelligence artificielle, c'est utiliser un mot qui n'est plus du tout fidèle à l'objectif de départ et qui représente finalement ce qu'il y a de mieux dans les êtres, c'est-à-dire effectivement la capacité de comprendre son entourage, comprendre son environnement, d'avoir des relations avec les autres, tout ce qui fait le raisonnement, la créativité, tout ce machin-là. C'est ce qui est le plus riche en nous. Ce n'est pas notre intestin qui est important, c'est le reste. Et donc, le fait de passer par des maths, par tout ça, ouais, c'est amusant, mais c'est pas très drôle, quoi. Et donc maintenant, si on vient sur le cœur de la discussion ici, mettons quand une agence vient de te trouver ou un client, bon, je sais que tu ne fais plus de conseil ou de service comme tu le faisais avant, mais comment… Je fais encore du transfert de compétences. Oui. Qu'est-ce que c'est, toi, par exemple, les premières questions que tu vas poser, ou voilà, on doit rediriger, relancer notre ligne éditoriale, ou tu vois, comment est-ce que tu… Déjà, la première chose à faire, c'est redéfinir avec le client s'il croit être la sémantique. Parce que le sémantique, tu le vois partout. Je ne parle pas du bourrinage, hein. Je parle de redéfinir ce que c'est. Il faut que tu arrives, en fait, si tu prends le mot au pied de la lettre, la sémantique, c'est le sens d'un texte à froid, c'est au premier degré. L'internaute n'existe pas, c'est le sens du texte, bon, ou le sens de la phrase, ou le sens du mot. Donc le terme sémantique en lui-même, c'est glacial, quoi, comme truc. Et là où ça devient, ça commence à prendre vie, c'est quand tu gagnes effectivement que tu évoques des choses chez les gens, quand ils sont intéressés par des choses, tu vas avoir un ton, une opinion, lui aussi. Là, ça commence à bouger un peu. Tu sors finalement de la sémantique pour aller vers des phénomènes cognitifs, dont la sémiologie, mais pas seulement. Donc, tu vas vers on va dire, le sens du discours, le sens de la compréhension. Et en fait, c'est tout ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire que quand les gens mettent des mots bourrines et mettent des mots dans une page, ils n'ont même pas compris pourquoi ils le faisaient. Bon, s'ils ne mettent pas de leur cœur et leur tripe dans leur page, ils peuvent mettre tous les mots qu'ils veulent, bourriner comme ils veulent, ils feront peut-être gober le truc à Google, et c'est même pas sûr, mais pas à l'internaute. Voilà, donc il faut redéfinir pourquoi ils veulent faire de la sémantique. Pourquoi, effectivement, ils veulent faire une éditoriale. Est-ce qu'ils veulent fidéliser? Est-ce qu'ils veulent que la personne revienne la semaine suivante parce qu'il y a un nouveau truc qu'ils vont apprendre, ou apprendre, pas forcément au sens scientifique, hein, mais apprendre des gens qui s'intéressent, je ne sais pas, à la vie des abeilles. Bon, et chaque semaine, tu fais un truc sur la vie des abeilles. Et tu apprends des trucs. C'est pas compliqué à apprendre, mais ça te passionne. Et donc, dès lors que tu arrives à définir ton objectif, faut pas le définir en termes de je bourrine, je rajoute des mots, ça peut marcher pour Google, mais tu fidélises pas. Et c'est tout le problème. Donc, en fait, si tu fais un texte avec tes tripes et que tu mets pas de sémantique, entre guillemets, au sens où les SEO l'utilisent, Google ne comprend pas que tu parles de ça, donc c'est un problème, donc il ne te positionne pas, donc les internautes ne te connaissent pas. Et en même temps, si tu fais que du bourrinage, le mec te trouve, mais il ne revient pas. Donc, en fait, c'est un problème à deux côtés. Et moi, j'aime bien jouer sur le contexte des liens. Les métamos, au départ, ce n'est pas fait pour positionner une page, c'est fait pour faire avant l'heure du passage indexing. Et donc, contextualiser des liens pour faire une promesse et pour dire à la personne qu'elle va trouver quelque chose derrière et qu'elle a intérêt à y aller si elle veut s'informer ou autre. Voilà.
Et donc, elle va compléter son information. Et donc, en fait, l'intéresser. Il faut que ça vive. Et donc, là, effectivement, tu te rends compte que les gens ne sont pas forcément partis dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'ils veulent juste du trafic, ils veulent vendre de leur pub. Ils veulent qu'il y ait du trafic sur la page parce que sur la page, il y a des pubs. Voilà. Ou ils veulent du trafic parce qu'ils vendent. Mais s'ils ne fidélisent pas, si les gens ne sont pas intéressés, c'est un peu, ils ont intérêt à faire pas mal d'emailing derrière et que dès la première visite, le mec il laisse sur le reste, quoi. C'est pas gagné sinon. Oui, tout à fait. Donc en fait, si tu veux, je suis pour, moi je veux bien qu'on utilise le mot sémantique parce qu'après tout, on n'a pas vraiment de mots pour parler de l'impact du discours. Oui, c'est très difficile en effet. Mais même dans les sciences cognitives, hein, ça mélange plusieurs trucs si tu veux, et il y a pas de vraiment. En plus de ça, entre linguistes et sémantique, tout le monde s'engueule là-dedans, c'est quelque chose de terrible. Personne ne s'entend, tout le monde s'approprie tel mot et tout, donc Saussure s'est engueulé avec ses propres élèves, hein, quand même, il faut le faire. Donc, en fait, tu t'aperçois que c'est très compliqué en fait d'expliquer aux gens que votre truc avant tout, c'est de provoquer une émotion pour que la personne revienne. Comme ça, vous ferez 2 fois la pub. Vous ferez 2 fois plus. Il va s'intéresser à vous, vous aurez une importance, il reparlera de vous. Et ça, du coup, comme il y a des objectifs de ROI à court terme, c'est pas toujours compatible. Donc, tout dépend en fait de ce que veulent faire les gens. Donc, parfois, je ne peux pas les aider parce que ce qu'ils veulent, c'est du court terme. Et admettons qu'on avance dans cette voie-là. L'étape d'après, tu fais quoi? Tu vas passer tu passes par tes outils pour préparer des analyses ou comment est-ce que tu vois le. Alors, processus? quand je fais un accompagnement, les outils qu'on a sont destinés à tout le monde, ils sont en SAS, tout le monde peut les utiliser. Je reconnais que les métabos sur ProQuest sont un peu plus compliqués à utiliser que EasyDwards, qui est d'une simplicité. Tu veux nous montrer, tu veux partager un écran? Tu veux montrer quelque chose? Sur EasyDwards, ouais. Oui. Je peux. Alors, attends, par contre. Ouais, je vais partager l'écran. Par contre, je ne sais pas comment il va réagir. Parce que s'il me dit. Je pense que tu peux choisir l'onglet. Quand tu fais Share Screen, tu peux choisir le. Ouais, alors, attends. Ouais, mais il faut quand même que je continue à voir. Donc, on va voir ça. On va voir ça. Hop. Et ben, choisir l'onglet Opéra. Voilà, ça. Partager. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que tu le vois? Pas encore. Ça va arriver. Moi, normalement, tu es partagé. Hein. Ah oui, pardon, c'est moi de le partager. Excuse-moi, je vais le mettre comme ça et je le mets ici. Oui, il faut que tu changes. Ouais. Mais pourtant, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas le. Il faut que tu as une petite vignette en bas. Ah, ici, peut-être là. Non. Mais je vois la vignette sur le côté, mais quand. Non, les petits icônes en dessous. Les petits icônes en dessous, avec les carrés dans tous les sens. Ouais. Il doit y avoir une des vignettes qui correspond au partage d'écran. Oui, attends. On va se remettre là. Je pense. Hein. Attends. Tu vois, il partage. Mais ton écran est devenu tout noir. Je ne sais pas pourquoi. Ton écran est. Ah, il n'est pas tout noir, le mien. Et j'ai autorisé en plus. Oui, mais donc, on ne voit plus rien. Ah, voilà. L'écran arrive. Ouh là. C'est de la machine agricole. Oh, ça y est, moi, c'est arrivé. Je le vois. C'est ta webcam qui a disparu. Non, tu peux couper ta caméra 2 minutes, le temps de partager l'écran. Je ne sais pas. On va voir. Hein. Ah, il ne veut pas que je la coupe. Ah, il ne veut pas que je la coupe. Bon, bah, écoute. Tu dois pouvoir changer la vue.
Non, parce qu'il y a aussi le micro dessus. Écoute, il faudra que tu fasses une formation sur Restream. Moi, je ne peux pas te la donner, je ne connais pas Non, assez non, ce tout à fait. logiciel. Mais en tout cas, je vois ton écran. Là, essaye un peu de bouger l'écran. Bouge un peu la page sur l'écran partagé. Ça bouge ou pas? Non, on dirait qu'il y a un problème de bande passante de ton côté. Tout est frisé. Oh, tu veux rire? Avec 2 gigas? Je sais pas. Ah, vas-y, ça commence à arriver. Regarde au milieu. Ah, ta webcam est revenue. Oui. Et en plus de ça, il y a les édouards ici. Voilà. Ouais, voilà, on voit ton écran. Tu le vois? Ouais, on voit. C'est bon? Très bien. En fait, si tu veux, bon, Isidore n'a pas du tout une orientation SEO pure et dure. C'est, on a un petit peu anticipé ce que Google nous a pondu, comme quoi il fallait mettre des contenus intéressants, tout ça. Si on doit parler de Google, puisqu'on est SEO, hein, on a, si tu veux, j'ai tourné le micro, c'est pas bon ça. On a essayé de faire un truc qui était construit autour d'un mixte de Wikipédia, de Britannica, de ce qui reste de l'encyclopédie Larousse, de un certain nombre de choses, et du web, pour essayer de trouver des ponts entre une page qui parle, qui est commerciale, et qui va pourtant, qui peut, à un moment donné, proposer une anecdote sur quelque chose que tu n'avais même pas toi imaginé. Alors pour ça, si on choisit, je ne vais pas choisir là Salesforce. Je parlais des abeilles, on peut reprendre l'exemple des abeilles. Ouais, si tu veux. Et, je vais taper comme ça. Donc, en fait, si tu vois ici, tu as le nom d'identité. Le nom d'identité, c'est finalement le nombre de pages encyclopédiques qui ont pu être retenues, en tout cas celle de Wikipédia. Il y en a d'autres à côté qui font partie de l'analyse du vocabulaire, mais qui ne sont pas notés ici parce que je ne peux pas donner un Wikidata, enfin un ID pour le JSON. Voilà. Pas toujours, en tout cas. Voilà. Donc, si tu cliques, tu vois, 49, là, tu as 49 pages Wikipédia accessibles où tu as de Wikidata. Quelles sont les fleurs pour les abeilles? Et si tu veux savoir alors là, ça te permet déjà de chercher parmi 4511 expressions qui comprennent le mot abeille. Ouais. Hein, c'est déjà pas si mal. Y compris vu qu'elles sont conçues avec de la linguistique au départ, tu peux retrouver éventuellement certaines PA par accident, peut-être certaines sujets par accident, mais c'est pas coïncidence, parce que la majorité, c'est vraiment des vraies phrases et qui ne sont pas scrappées. C'est vraiment fabriqué. Et donc là, en fonction de ce que tu vas, bon là, tu as une liste, un vocabulaire que tu peux mettre, ça c'est assez classique dans les outils, sauf que on va aller sur un vocabulaire qui est un peu plus savant, puisqu'on a vu qu'on avait beaucoup de pages Wikipédia, et donc on va aller sur des choses, quelles sont les fleurs, mais en même temps, on va nous parler de pollinisation, etc. Mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'on a une série de mots qui, mis en contexte, vont donner le sens. Voilà, alors, sauf que c'est plus, ça peut donner le sens, sauf que tu ne vas pas mettre les 50 qui sont là. Tu as les entités où là, tu vas trouver des tas de pages qui ne comprennent pas forcément le mot abeille. Tu vois, par exemple, tu as la flore, on n'a pas fait ça bêtement avec le moteur de Wikipédia parce qu'on le juge très mauvais. On n'a pas fait ça non plus avec Google car il est très mauvais là-dessus. On l'a fait avec d'autres trucs à nous. Et donc, là, on est arrivé à sortir effectivement des trucs de dingue et beaucoup de choses intéressantes où tu as à la fois la page Wikipédia, si tu cliques là sur le logo à gauche, et si tu cliques sur la droite, tu as le Wikidata. Et si tu veux parler de la danse des abeilles, par exemple, pourquoi pas,
tu as le Wikidata avec le code à mettre dans ton JSON. Et tu sais éventuellement dans d'autres langues comment ça s'appelle pour Wikipédia si ça existe. Et tu as une classification des trucs. Bon, ça, c'est vraiment ceux qui utilisent les entités qui vont être intéressés par ça. Sinon, alors attends, par contre, je ne suis pas habitué à ce navigateur-là. Comment on fait pour revenir en arrière? L'Opéra, là. L'Opéra, oui, je ne connais pas ce que. Et le commande flèche ou quoi? Comment ça ne marche pas? Non, je change d'écran en fait. Donc, bon. Page précédente, peut-être. Bon, on va. On ne sait pas ce qu'on va faire. Hein. Comme on a une entrée Wikipédia ici. Hein. Je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière là-dessus. Normalement, les flèches devraient être actives, elles ne le sont pas. Donc, peut-être que tout simplement. Non, c'est là. C'est parce qu'il me l'ouvre dans un nouvel onglet. C'est pour ça que je ne l'ai pas trouvé là. Et tu as aussi une possibilité d'export de tout ce qu'il y a précédemment. Et l'avantage que tu as, c'est qu'effectivement, tu as, si tu veux, si tu n'avais pas pensé à parler, d'abord, la danse des abeilles, est-ce que ça concerne vraiment les abeilles ou est-ce que c'est autre chose? C'est pas sûr. Hein. Donc, il faut que tu regardes là-dedans. En tout cas, tu as tout ce qui peut toucher de près ou de loin aux abeilles, au miel sans doute, autre chose. Et tu peux tomber sur des choses qui sont des vraies perles, des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé. Par exemple, le syndrome de pollinisation, qui est un véritable problème pour certaines personnes. Alors, dans les lexis, tu peux les sélectionner et aller sur des sujets d'autres sujets qui vont parler ou pas d'abeilles, ça dépend de ce que tu choisis, et où tu vas en fait, par l'intérieur, par le vocabulaire utilisé, aller vers d'autres sujets et qui ne comprennent pas forcément le mot abeille. Si tu tapes, par exemple, alors tu vas sélectionner quand même abeille pour te raccrocher à ta thématique de départ, mais tu peux ne pas le faire. Hein. Si tu trouves un truc, par exemple, je ne sais pas si on va avoir quelque chose. Admettons qu'on tape le vent, hein, les oiseaux et les papillons. C'est vraiment au pif. Hein. Je ne sais pas s'il y a des choses là-dessus, hein, j'en sais rien. Là, tu vas donc dire, je veux des sujets qui comprennent ça dans leur vocabulaire. J'espère que j'ai des choses quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier que la base est en éternelle construction. Voilà. Là, j'ai effectivement 1342 et je vois que j'ai des sujets auxquels je n'aurais pas forcément pensé et qui comprennent pourtant les mots que j'ai choisis qui sont là et qui sont des mots sur lesquels je peux rebondir si je veux faire un aparté. Alors là, l'exemple ne s'y prêtait pas forcément, mais tu peux par exemple tomber sur des légendes, sur des histoires anciennes, sur des contes de fées, sur des trucs assez amusants. Dès que tu choisis parmi les mots un truc qui n'a rien à voir avec ta thématique, tu dis mais qu'est-ce que ça fout là? Et tu cliques dessus et tu vas arriver sur un truc qui date du XVIIe siècle ou encore avant, voire même sur un titan, sur un truc qui à un moment a fait des choses, enfin, ou même si tu tapes sur le siècle, par exemple, tu peux tomber carrément sur ce que faisaient au château de Versailles les jardiniers, avec effectivement les insectes, les fleurs, etc., puisqu'ils étaient passionnés de tout ça. Okay. Et donc, en fait, tu peux mettre des anecdotes, faire des pages annexes, tu peux changer de sujet ou rester dans le même. En fait, tu navigues et tu peux construire du coup. Alors, quand tu veux faire du tourisme, c'est un régal parce que du coup, tu peux faire un parcours touristique complet, tu vois. Tu as tes villes, tu as des monuments, tu veux y aller, hop, et tu peux naviguer, te promener comme ça dedans. Et tu peux recommencer, bien sûr, comment fabriquer un hôtel à insectes. Bon, est-ce que tu avais pensé? Alors là, tu n'as pas le mot abeille, mais tu as insecte. Hein, et là, tu peux de nouveau continuer à t'amuser et à te balader comme ça. Et donc à construire des pages qui sont liées sémantiquement,
puisqu'elles partagent une partie du vocabulaire, mais elles peuvent être parfois un peu déroutantes et elles peuvent te donner des idées, de sortir un petit peu. C'est-à-dire que Google lui verra que c'est cohérent. Normalement, si tu le choisis, il y a au moins toi qui le trouves cohérent. Et donc, ton internaute, il peut trouver ça très plaisant qu'à un moment, tu lui dises il y a 2 siècles, on faisait comme ça. Hein. Et donc, voilà, donc, c'est le but de la manœuvre, vraiment, d'arriver à jongler entre le monde commercial et le monde du savoir. Mais juste une petite question pratique, mettons, donc on a cette question-là ou la précédente. Combien de mots je dois intégrer dans ma page pour que le sens se mette vraiment en place? Parce que là, tu avais choisi 3-4 mots, mais est-ce que je dois juste garder ces 3-4 mots? Est-ce que je dois en prendre plus? Là, c'est simplement pour trouver des thèmes voisins. Donc, tu peux en mettre 3 à 10. Oui. Plus tu en mets, plus tu es précis. Mais si tu en mets 10, peut-être que tu n'auras pas de résultat parce que tu n'as pas d'autres pages qui partagent ces 10 les lexis-là. Oui. Bon. Par contre, tu vois, si tu mets nourriture, là, ici, que tu mets habitat, humidité, tu vas aller sur des trucs qu'on ne peut rien avoir avec les abeilles. Mais c'est peut-être ton but. Hein. Par contre, si tu mets des fleurs, tu mets les environnements. Biodiversité. Ouais, peut-être aussi, ouais. Là, tu vas arriver. Donc, il y a autant de pages liées possibles différentes que tu as de combinaisons possibles là-dedans. Hein. Donc, avec 50, tu peux t'amuser. Hein. Ça dépend de ce que tu veux dire, au fond. Hein. Et là, si tu cliques là-dessus, tu vas tomber sur encore d'autres sujets. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vraie découverte des sujets ne se fait pas par le moteur de recherche, au fond. Elle se fait parce que tu vas naviguer dans les lexis. Et là, c'est effectivement, les lexis ne sont pas à but SEO, elles sont vraiment, pour le coup, si la sémantique existe, elles sont vraiment sémantiques. C'est ton discours et tu as des éléments communs du discours. C'est comme si tu disais que ces 2 personnes parlent un peu de la même chose, mais chacune à sa façon et en ajoutant des choses. Et là, tu vas effectivement pouvoir, tu retrouves ça, mais tu vois le forêt tropicale, par exemple. Et donc, tu vas pouvoir glisser ailleurs. Mais ce n'est pas fait pour dire ma page, je peux dire à Google, j'affirme qu'elle parle de ça. Ça, tu le fais, soit en utilisant une vingtaine des mots qui te semblent plus pertinents dans les 50. Tu les choisis hein, selon ton bon sens. Le bon sens, ça, c'est bien les choses. Hein. Alors, je précise une chose quand même. Plus tu as moins tu as d'entités, plus c'est commercial, et plus tu as d'entités, plus c'est encyclopédique. Donc, en fonction de ce que tu veux lier derrière, ça peut être une façon si tu veux faire un cocon, tu vas rester un peu dans les trucs un peu milieu, et puis si à un moment tu fais du médical et tu veux être un peu savant, tu veux filer des termes un peu costauds, tu vas t'amuser avec ça. Voilà, donc le tout, c'est de voyager dans les idées. Tu voyages dans les trucs qui sont en relation. En fait, cette espèce de... Ce que j'essaie de faire, et c'est long parce que autant dire que déjà que pour l'Open Graph, enfin par l'Open Graph, le Knowledge Graph, ils ont sur des trucs qui sont déposés, enfin qui sont nommés, c'est des personnes, ce sont un peu des concepts et autres. Déjà qu'ils ont du mal avec ça, mais ils n'ont pas le contenu de ces personnes-là. Ils savent seulement éventuellement qu'elles ont joué dans un même film. S'il s'agit de deux people, par exemple. Mais c'est pas un vrai sens. C'est qu'à un moment, ils se sont croisés. Par contre, là, c'est par le sens. Et donc, de faire un immense graphe de toutes les pensées, tous les sujets qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, le compagnon, c'est un outil de mind mapping ou c'est quand tu veux prendre des notes, tu repères certains... Ou alors, pour l'instant, tu fais des onglets. Hein. Donc, tu fais les onglets, tu gardes tes pages. On a prévu quelque chose qui est en cours, mais il y a d'abord la version anglaise de l'interface à faire. Oui, non, mais je parlais pas forcément de... Oui, non, je dis pas forcément de qu'est-ce qui arrivait comme outil dans l'interface, mais je veux dire, toi, quand les gens travaillent, en général... il faut des onglets.
Ce sont des onglets, ok. D'ailleurs, mon épouse a fait un article sur LinkedIn qu'elle a mis en mon nom et on le trouve également ici dans Mode Emploi Exemple. Il y a une démonstration comment faire un cocon avec ça. Alors, pas un cocon d'insecte, hein, un cocon sémantique. Et elle montre effectivement, ce sont des onglets. Parce que c'est ce qui est le plus logique, en fait. Tu notes, il ne faut pas oublier que c'est un choix. C'est valable pour un petit cocon où tu veux faire tu ne peux pas faire 500 pages. Là, tu vas sur Cocon SE et tu fais un truc automatique. Et là, par contre, effectivement, tu vas faire reconnaître et valider ta page. Tu n'as que 20 lexis. Tes lexis doivent être cohérents par rapport à tes titres, par rapport à tes sujets. Là, effectivement, tu fais du pur SEO. Là, tu ne fais pas du pur SEO. Là, tu fais du web dans ce qu'il y a de plus noble, si j'ose dire, c'est-à-dire que tu vas dans le savoir, ou même dans la vulgarisation d'ailleurs. Hein. Tu vois, arbre couché, qu'est-ce que j'ai à foutre là-dedans? Pourquoi on parle de biodiversité, d'environnement, de fleurs, d'habitat, hein, et on a ça sur les arbres couchés? Eh ben, tu vas voir, tu regardes, ah oui, d'accord, ok, tu regardes ce qui se passe, tu vas voir les entités, tu vas voir effectivement pourquoi, et si ça te parle. En fait, c'est fait pour t'éveiller. C'est un outil un peu d'éveil pour le rédacteur ou pour le gars qui fait sa stratégie éditoriale. Il va pouvoir anticiper sur des choses, sur des sujets que Google va finir par intégrer, à commencer à intégrer. D'ailleurs, puisqu'il est devenu client de Wikipédia il y a quelques semaines. Merci Google de le dire au moment où on en parle. Mais effectivement, quelque part, ils veulent qu'il y ait dans les pages un petit peu de trucs qui sortent de l'ordinaire. Il y en a plein d'autres, de voir que des pages qui parlent de la même chose. Et effectivement, sur une page produit, peut-être que c'est un peu compliqué. Et encore, il y a souvent des choses qu'on pourrait dire, mais on a la flemme de chercher. Donc, l'outil t'aide à trouver ce que tu pourrais dire, qui serait le petit plus de ta page par rapport à ta concurrence, ce qui va peut-être faire que ta page sera partagée, si tu écris bien derrière, mais qui, en aucun cas, purement orientée SEO, elle est orientée intéressement de la personne. Intérêt, attention, voilà, c'est vraiment fait pour ça. Et c'est en fait, tu navigues dans les idées. Là, il y a 14 millions d'expressions en français. On en calcule, alors en ce moment on avait mis en pause le français pour pouvoir amener l'anglais à 14 millions aussi, qui sera fait dans 5 semaines. On sera à 14 millions également en anglais, et ensuite on repart à moitié-moitié, et des sujets, j'en ai plein. J'ai fait toutes les villes de France, où j'ai des trucs un peu fous sur les villes. Je fais voilà, j'ai lancé des heures et quart sur plein de trucs, et ils me trouvent des bizarreries, des trucs assez fous. Mais dedans, tu peux trouver, tu fais pas de SEO, tu es un journaliste, et puis peut-être que tu veux parler de... Alors attends, faut pas que je me gourre. À terme, tu aurais combien de millions d'expressions, tu penses? Ah ben, à terme, c'est quand je serai mort, parce que il y en a trop. Hein, il y a des... Eureka, ça dépend comment je fais tourner, mais en français, il m'en sort 1,5 million par jour. Des nouvelles que j'ai pas. Il me trouve des trucs, des phrases. Alors, il suppose que les gens vont être intéressés par ça ou ça ou ça, on vérifie. Et en anglais, c'est pire, lui, c'est plutôt 5 millions par jour. Là, si tu veux, j'ai même pas la puissance de calcul de mettre tout ça en ligne. Donc, parce que derrière, il y a des calculs à faire. Les lexiers ne tombent pas du ciel. Hein. Il y a des rapprochements à faire avec les encyclopédies, avec Croisé. Derrière, il faut ramener les pages, faire les calculs. Tout ça est pré-mâché. Donc, si tu veux, tu as une explosion combinatoire qui est énorme. Et effectivement, derrière, ça ne va jamais s'arrêter, d'une certaine manière. Tant qu'on maintient le projet, ça 4 millions, pour l'instant, c'est 4 millions de pages. Peut-être que demain, on passera, je sais pas, à 40 millions de pages d'expression par mois. C'est qu'une limite de volonté, en fait. Au début, quand on a démarré, on était à 500 000. Quand tu dis 11, c'était toi, vous êtes plusieurs sur le projet?
Ben, il y a Sylvain Doré. Ah oui, Sylvain, ok. Ouais. Voilà, donc au début, on a démarré à 500 000 par mois. Alors pourquoi 500 000 parce que j'arrêtais pas d'effacer la base, parce que j'étais pas content des résultats. Et donc, on a une base qui a grossi. Paul, je lui demandais d'effacer. Je reconstruisais derrière. Puisqu'en fait, tout est calculé ici chez moi. Et je lui envoie les datas parce que c'était un calcul tellement particulier que demander à un serveur de faire ça, j'ai pas envie de faire péter les plombs. Donc, je fais ça sans mes bécanes. Enfin, il y a les autres liquides. Non, je plaisante à peine. Hein. Mais disons que comme je fais sans arrêt évoluer le truc, je suis plus à l'aise de bosser chez moi. Et j'envoie ensuite les datas précompilées et ça arrive sur le serveur. C'est ce qu'on appelle chez nous la synchronisation. Et à un moment, je balance tout et c'est ouvert au public. Là, le week-end prochain, il y a 2,5 millions d'expressions en anglais qui vont arriver d'un seul coup. Et donc, effectivement, Sylvain reçoit ça. Et puis, comme il y a une API, il y a forcément des gens qui font des choses au-dessus. Mais je ne peux pas en parler pour l'instant. Il faut attendre. Il y a forcément, puisque l'API ne permet pas de faire un produit concurrent, mais elle me permet d'aller une boîte de rédac. Je ne sais pas si je peux en parler, mais enfin, on a des amis rédacteurs en commun, boîte de rédaction, qui ont installé l'outil pour leur rédacteur. Donc, ils ont installé l'outil en interne. Tu peux donner, avec l'API. Ouais, hein? Tu peux donner les noms si tu veux. Tu as Morgane, par exemple. Oui. Voilà. Hein, mais voilà, et puis tu as des grands comptes aussi qui l'ont mis parce qu'ils sont nombreux. Et voilà, et donc, alors certains utilisent l'API, entre guillemets. L'API, c'est simplement une forme marchande de séparer la vue de la facturation. Après, soit tu utilises les appels d'ISON pour carrément faire ton EasyWord à toi. Tu veux pas cette interface, tu en veux une autre. Tu le fais autrement, machin, tu as plein d'appels possibles, tu peux faire des requêtes, c'est une vraie API, hein. Tu croises tes datas, voilà, tu appelles chez nous, ça revient. Ou bien, le mode API te permet aussi de ne pas rien développer, tu prends simplement l'abonnement qui va avec, et les gars, ils consultent avec, en ligne, mais ils ne voient pas ta compta. Donc, ils utilisent le système qui est là. Voilà. Alors, je sais bien que c'est pas on n'est pas fortiche en termes d'interface graphique, et on s'en fout. Et bêta, ça va rester, connaissant Vincent, dans 2 ans, on sera encore là, parce qu'on n'arrête pas de rajouter, de modifier et autres. On peut parfois avoir des petits bugs. Aujourd'hui, ça devient rare. Mais si les gens du début se souviennent de la lenteur pour charger les pages et qui regardent la vitesse aujourd'hui, alors qu'on a vachement plus de data, c'est le jour et la nuit. Bon, c'est aujourd'hui, tiens, tu tapes en français, hein, tu tapes piscine, par exemple. Alors, piscine, n'oublions pas, ça a plusieurs sens. Je vais le mettre en exact. Je vais demander de me trouver des questions plutôt. Alors, je précise que question, c'est pas qui, que, quoi, ou comment. Hein. Ça peut être des verbes inversés aussi. Hein. Il sait les reconnaître. Hein. Et tu cliques sur ça. Hop. Et là, tu vois, tu as déjà tout le truc qui arrive. Et pour savoir combien il y en a, il va falloir que je modifie l'affichage de mon navigateur. Voilà, il y a 14 888 expressions, questions avec le mot piscine. Et elles sont toutes normalement différentes. Et c'est comme ça qu'effectivement, on a montré au SEO Camp que sur Salesforce, on a... Tiens, on peut le faire d'ailleurs, parce que j'ai dit qu'on pouvait le faire. Donc, je vais changer la langue. Je passe en anglais. Ça, je reconnais, c'est pareil, ça pourrait être un peu plus... Ça, alors là, les types, s'ils font ça avec du PA, du sujet, avec tout ce qu'ils veulent, ils ne sont pas prêts d'avoir cette quantité-là. Et tu as 46 144 expressions avec Salesforce en anglais. Et je peux te dire que dedans, tu en as des bonnes, hein, et des très pratiques. Tu as à la fois pour le mec qui cherche un job
dans tel pays sur Salesforce, l'autre qui demande quel est son salaire, quel salaire d'un gars qui bosse, l'autre qui demande comment on fait avec Excel pour plugger, des tas de choses. Et si tu demandes, si tu veux que des questions, tu as vu la vitesse de calcul avec 50 000 résultats. Un des meilleurs qu'on a trouvé, je crois qu'en sciences publiques, il doit en avoir 406, je crois. Pour te donner une idée. Et c'est pas fini, hein. Il y en a d'autres qui arrivent. Je n'avais pas fini pour le vaisseau encore, désolé. Donc voilà, et là, si je cherche que des questions, là, il va chercher dans les sujets quelles sont les phrases qui ressemblent à des questions. Bon, comme ils ressemblent à des questions, je dis bien, c'est-à-dire qu'ils semblent, c'est a priori des questions, il y a tous les indices pour le croire, alors, il peut peut-être en rater quelques-unes, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas des questions, il y a peut-être 1% d'erreur, mais par contre, tu vas pouvoir trouver des phrases qui ne sont pas... bon, alors évidemment, en anglais, des AO, il y en a plus qu'il n'en faut. Mais si je c'est toi qui génères les questions, ce pas des questions qui sont scrappées dans les contenus. Non, tout est fabriqué. Tout est fabriqué. Alors, par coïncidence, tu peux toujours en avoir qui sont déjà en place. Hein. Au devant, d'ailleurs, c'est pas forcément mauvais, parce que le mec, il peut, sur sa page à lui, qui a un titre qui ressemble, ça peut être sympa pour lui de savoir ce qu'il pourrait rajouter. Hein. Donc voilà. Mais tu vois, par exemple, Kai Ad, c'est pas un truc que tu vas trouver chez les petits copains qui font des questions. C'est un verbe inversé, ça. Tu vois. Et donc, on a des trucs comme ça. Et non, alors là, pour le coup, c'est pas des phrases à trous, c'est pas du Markov, c'est pas du sujet, c'est pas ça ressemble à rien de ce qui existe. C'est Eureka, mais débridé, méga débridé pour le coup. Parfois, sur une expression, pour calculer à partir d'un mot-clé, il peut fonctionner soit en mode libre, soit on lui donne un mot et puis il se démerde. Là, j'ai demandé pour Salesforce spécifiquement. Donc, je veux qu'il me sorte que des expressions autour de Salesforce et qui creusent le sujet. Et dans ce cas-là, il va le chercher littéralement, il va chercher à faire des phrases avec, il va se débrouiller avec tout ce qui sert, entre guillemets, je n'aime pas utiliser, sachant que, par contre, il n'y a pas de data center. Ce n'est pas de la data. C'est de la prédiction linguistique. J'ai des dictionnaires, j'ai des adjectifs, j'ai des adverbes, j'ai des noms, ce sont des dictionnaires. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout fait comme ce que vous voyez ailleurs. Et d'ailleurs, les métabos non plus, métabos aussi, fonctionnent à base de dictionnaires. Ce sont les dictionnaires de la langue. Alors, je me suis servi à la fois en français et en anglais de ce qu'on a, le Collins, ce machin-là, pour l'anglais, et de Wiktionary aussi. Bon, Wiktionary, il y a parfois des trucs un peu bizarres, mais bon, ils auront par exemple une extension de la notion de nom commun qui est assez curieuse. Parfois, tu as des phrases entières qui s'appellent un nom commun. Le fait est que ça peut prendre le rôle d'un nom commun, mais ce n'est pas un nom commun que tu peux trouver dans le dictionnaire. Voilà, donc effectivement, du coup, tu peux avoir c'est presque des débuts de phrases. Bon. Mais cela étant, ça, c'est fait en linguistique, pur. Okay. Et pourquoi, effectivement, tu peux poser ces questions-là, pourquoi username, pourquoi cette phrase, comment change cette phrase, je suppose qu'elle l'utilise ou pas, j'en sais rien. Hein, mais en tout cas, elle peut être posée par quelqu'un qui se pose le problème, puisqu'on sait que nous, on a acquis en gardant l'hélico, ce qui se rapprochait, voilà. Sachant que dans l'hélico, en réalité, ce ne sont pas les hélicos qui donnent des définitions, bizarrement. C'est les hélicos qui donnent des représentations de la pertinence. Alors là, si je me mets à rentrer là-dedans, vous n'êtes pas sorti, donc on va éviter. Mais ça fonctionne. C'est aux antipodes complets C'est pour ça qu'on arrive à en avoir autant. Je suis persuadé que si on voulait creuser, là j'ai fait le forcing pour le SOCamp pour montrer quand même qu'on en avait sous le pied, je suis persuadé qu'on peut encore doubler ou tripler cette quantité de Salesforce en anglais. Parce que les gens se posent énormément de questions. Mais elles sont formulées nulle part. Tu vas sur Google, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas la question, tu ne trouves pas la réponse. Tu sais simplement que c'est dans la tête des gens par recoupement.
C'est de la linguistique. Voilà. Bon. Admettons, quand tu crées ces questions qui n'ont pas encore été répondues par Google, est-ce que Google arrive à les récupérer et les réintégrer comme réponse A priori, il ne gêne pas. En fait, si tu veux, on vérifie qu'il les comprend. On lui soumet pour voir s'il comprend quelque chose. On est obligé de le faire. Objectivement, s'il piche que dalle, c'est pas un cadeau de les mettre là-dedans, donc on est obligé de les vérifier. Donc elles sont quand même vérifiées. Alors il y a une première vérification qui est faite au début et ensuite c'est les métamots qui valident. C'est-à-dire que les métamots en eux-mêmes, si on n'arrive pas à fabriquer le 50 lexis, ça veut dire que le mot a trop de signification ou n'en a aucune. Et donc, enfin, que l'expression a trop de sens possible. On a par exemple un problème, et ça, on a réussi à le résoudre, mais avec beaucoup d'approximations. Tu prends le terme, l'expression code PIN orange. Toi, tu prononces PIN, parce que tu es français et puis tu sais ce que c'est qu'un code PIN. Mais figure-toi qu'à Orange, il y a des pinèdes, il y a des pains qui sont orangés et qui ont des codes. Donc, pour Wikipédia, code PIN orange, il parle de pain, l'arbre. Sur le web, il parle de téléphone. Et l'ambiguïté ne peut être levée que si tu colles iPhone ou Android ou un connerie qui concerne le téléphone. Et là, subitement, la phrase devient compréhensible pour un robot. Alors, nous, on l'a quand même parce qu'on peut le résoudre, mais on monte. Il ne faudrait pas qu'on ait 10 des significations possibles. Là, il y en a 3 qu'on a identifiées. Donc, effectivement, mais par contre, quand tu vois la diversité des significations possibles, tu vois bien que quelque part, tu prends un risque, même toi, en utilisant ce mot-là comme titre. Parce que quelque part, en fonction de comment les choses tournent, ton titre, peut-être que demain, il ne voudra plus dire ce que tu veux. Je te prends aussi une autre, tu connais OBS, forcément. Ouais. Ouais, c'est une application. Ben, si tu as une application OBS, dans ton moteur de recherche, tu verras qu'il te parlera de l'application mobile du nouvel Ops. De l'Ops, ouais. Voilà. Par exemple, les ambiguïtés à la con. Et ça, effectivement, nous, on trouve quand on fait OBS tout court, hein, je peux te le montrer, de mémoire, il doit être, je passe en français, c'est Jessie qui est tombé là-dessus, il a tapé OBS, il me dit, mais je ne comprends pas, il me parle Nouvel Ops, pourquoi? Bah, regarde ta page de recherche, il y a peut-être une raison finalement. Quand paraît le Nouvel Ops? Alors toi, tu prononces OBS parce que tu es français, mais en réalité, le sens le plus important, c'est effectivement le Nouvel Ops. Et si tu vas par contre sur le studio, tu vois, là, tu le trouves là. Oui, les trucs en dessous aussi, comment mettre le chat. Voilà, et donc tu vois bien qu'il y a une ambiguïté, qu'il faut que tu te méfies de ce terme, et il faut que tu mettes un contexte autour, sinon Google ne peut pas savoir de quoi tu parles. Parce que lui, il n'entend pas OBS, il dit Ops. Hein, et on a ça pour plein de mots. Hein. Voilà, même le chat d'ailleurs. Hein. Bon, il y en a un qui écrase l'autre. Mais ça, c'est que une idée, mais ça, effectivement, il y a des fois où on peut, le terme OBS tout court, je ne sais même pas si on l'a dedans parce qu'on ne peut pas le solutionner. On ne peut pas décider. Et donc, comme on ne peut pas décider, on n'a pas 50 lexis, on ne converge pas, si tu veux, en d'autres termes. Et donc, comme on ne converge pas, on ne peut pas le mettre. Et c'est donc, en fait, pour qu'il y ait une expression ici soit dans la base, c'est qu'on a pu calculer les 50 lexis et que dans ce sens-là, vous voyez, oui, en regardant ça, est-ce que c'est toi ce que tu voulais dire ou pas? Hein? D'ailleurs, mettre le chat sur Ops, même ça. Hein. Et donc, en lisant ça, tu vois, si tu as beaucoup d'entités ou pas, tu sais si tu es plutôt encyclopédique ou plutôt web. Et donc, tu es capable d'arbitrer.
et éventuellement de changer ton titre. Et parce que tu vois bien que quelque part, tu t'écartes ou pas de ce que tu voulais dire. Voilà. Donc là, on peut le résoudre parce qu'il y a 2 acceptations a priori. Je crois qu'il y a une boîte qui s'appelle OBS aussi qui n'a rien à voir, mais elle est marginale. Bon. Mais OBS tout court, on n'a pas pu le résoudre. Il n'y a pas 50 lexis parce que ça ne converge pas. Il y a trop de sens possible, on ne peut pas le résoudre. Donc les métamots viennent valider que ça a du sens. Donc les métamots qui sont là, parce que ce sont des métamots, même s'ils ne sont pas utilisés à des fins SEO, tu as des signaux qui sont là-dedans. Ouais, vont conduire le. Voilà. Hein, tu dis? On dit ces mots-là vont conduire la signification qu'on veut mettre sur le. Voilà, et donc, effectivement, si tu as trop de mots qui sont envahissants et qui ne concernent pas ce que tu veux dire, change d'expression, quoi, t'en prends une autre. Hein, et donc, il y a le choix. Hein. Mais voilà, en tout cas, si effectivement les métamots te donnent une couche derrière l'expression, on a à peu près 80 en moyenne. Alors, plus ta phrase est explicite, plus, bien entendu, elle est facile à résoudre sémantiquement, plus elle converge à un sens réel. Tu as Eliot qui me faisait marcher. Alors, je ne peux pas dire ce qu'il m'a. Il m'a cité une expression qu'il a trouvée dans les Edwards. Il était plié de rire. Il m'a dit il n'y a que toi qui peux trouver des trucs pareils. C'est même pas dans Google. Mais comment tu fais pour fabriquer ça? Et effectivement, quand tu lis la phrase, sur le moment, c'est pas la page qui est diffusée, c'est pas le mot qui est diffusé en public. Hein. C'est un autre qui m'a donné en même temps sous Twitter en privé. Effectivement, quand tu lis le truc, tu te dis, mais est-ce que la phrase a du sens? Mais si tu connais pas bien ton dictionnaire, si tu connais bien ton dictionnaire, tu t'aperçois qu'en fait, le mot central de la phrase est un mot qui a parfaitement sens avec le verbe. Okay. Et donc, du coup, l'ensemble. Alors, je précise une chose que, pour terminer sur le contenu de la base, on a 2 types de. On a le top million qu'on a acheté à Yoda, top million des mots-clés, enfin de l'époque en tout cas, qui étaient les plus demandés par les gens, dont une grosse partie quand même, 25% qui était très concurrentiel. On a enlevé tout ce qui était crade, porno, tout ça, on a tout viré. On a laissé que les 98% qui restaient, qui heureusement étaient utilisables. On les a mis tels quels. Bon. Par contre, autour, on a construit des sujets, d'accord? Et autour de tout le dictionnaire dans son intégralité, le dictionnaire de la langue française, on a construit des sujets. C'est-à-dire que j'ai ratissé tous les noms communs, tous les verbes et tout. Alors, ce n'est pas encore tout en ligne, hein, de toutes les villes, de tous les points d'intérêt, de toutes les montagnes, tous les lacs. On a calculé des sujets autour de ça et peu à peu, au moins en ligne, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors, quand quelqu'un nous demande, par exemple, un truc qui n'est pas là, quelqu'un qui nous demande un truc sur Madère, ça va être dans la prochaine mise à jour, bien que ça soit du français. Donc, il l'aura la prochaine mise à jour, parce qu'effectivement, Madère, on ne trouve pas beaucoup de sujets, d'autant que là aussi, il y a 2 sens. Donc, pour trouver quelque chose pour faire des promenades sur Madère, il faut déjà se lever de bonne heure. Voilà, et donc donc on a les deux, on a quelques mots-clés et beaucoup de vraies phrases, de vrais sujets. Et quand je calcule par Eureka, il y a obligatoirement un verbe. J'y tiens absolument. Je ne parle pas le zoulou ou je sais pas quoi. Moi, les outils qui te proposent des phrases qui ne veulent rien dire, pour moi, ça ne sert à rien. Alors, si c'est une expression clé, parce que déjà, j'ai acheté de trucs, 1 million, ils y sont tous, hein, ou presque. Hein. Dedans, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont orthographiées un peu bizarrement. Bon, mais c'est ce que tapent les gens. Donc, on me demande. Bon. Si le mec, il met rachat de crédit et qu'il ne met pas l'accent, ou que, je ne sais pas, bon, peu importe. Mais s'il fait une vraie faute de français et que c'est un mot qui est tapé par les gens, comme c'est un petit top million, je l'ai mis tel quel. Mais quand on calcule, nous,
on fait en sorte d'avoir des expressions écrites en bon français. Bon, c'est pas facile, hein. Non seulement de trouver des sujets, mais en plus de bien les écrire. On ne se donnerait pas 20 sur 20 en dissertation, en rédac, hein. Mais on essaye en tout cas d'avoir des verbes, d'avoir des sujets qui sont cohérents, d'avoir un sujet, un verbe, un complément, minimum 4 mots, maximum 12. Voilà, parce que au-delà de 12, c'est plus des phrases, c'est un roman, c'est du Balzac. Voilà, donc voilà. Et donc, c'est à la fois donc, pour trouver des sujets et à la fois, alors ça peut être parfois des mots-clés, ou reliés d'ailleurs, si tu tapes un mot-clé, tiens, un mot-clé jamais demandé, oh, comme c'est bizarre, hein. Celui-là, il est parmi. Alors, je ne sais pas si j'ai calculé des questions là-dessus, ouais, j'ai calculé 758 questions sur le poker. Bon, parce que comme par hasard, dans les mots-clés les plus tapés, tu as poker en ligne, tu as casino en ligne, tu as tout ça. Bon. Personne n'est étonné. Alors effectivement, dedans, tu peux avoir quelques expressions un peu surprenantes qui viennent peut-être. D'ailleurs, il y a un mot où je trouve vachement étonnant, le nombre de variétés. En fait, quand tu regardes la composition, c'est très pédagogique, c'est très sympa d'apprendre ça. Souvent, un mot-clé qui a un fort volume de recherche, c'est la déclinaison d'un autre mot-clé qui a également un gros volume de recherche. Par exemple, tu prends table de jardin, et ensuite tu as toutes les variantes, selon le bois, la couleur, le machin, le truc, et ce sont tous des mots-clés à fort volume. Et comme par hasard, ce sont des familles, en fait. Et on croit qu'il y a 1 million, mais en fait, il n'y en a pas 1 million. Si tu les regroupes, bah, t'as moins. Bon. Par contre, ils ne sont pas tous concurrentiels. Je pense que table de jardin en acajou doré, c'est moins concurrentiel quand même, voilà, qu'en plastoc ou voilà. Donc on les a mis, voilà. Mais par contre, dedans, les questions là sont fabriquées par Eureka à partir du mot poker qui était dans le top million parmi les mots les plus concurrentiels de France. Le plus concurrentiel de France étant assurément, je crois, assurance auto, je crois, avant que ça ait changé, au vu de ce qui se passe en ce moment. Mais si tu tapes assurance, alors je précise aussi une chose, c'est que quand on n'est pas idiot, si on veut taper assurance auto, on tape assurance dans un champ et auto dans l'autre. C'est quand on n'est pas idiot. Parce que c'est non, c'est vraiment la suite qui est prise et vous vous bloquez de tout ce qu'il peut y avoir entre les deux, qui est un peu crétin. Donc, il y a un champ par mot, et là, si tu tapes assurance auto, tu t'aperçois qu'on a quand même 5091 entrées avec ça, et dedans, que tu peux malgré tout trouver des trucs très Wikipédia, on va dire. Depuis quand l'assurance auto est obligatoire? Tu donnes ça à ton client qui fait de l'assurance. Oui, très intéressant. Voilà un truc que les autres ne disent pas, pour parler français. Et tu vois quand même, depuis quand, tu as derrière des verbes, bref, on parle français, quoi. Bon. Et c'est fait pourtant à partir d'un terme ultra concurrentiel et je crois que c'est le terme, pendant un temps c'était rachat de crédit, aujourd'hui ça doit être assurance auto, je crois, hein, le plus concurrentiel. En tout cas, ça peut changer selon les périodes, j'imagine. Assurance tout court, alors là, n'en parlons même pas, hein, même sans choisir les questions, tu as 29 000 expressions avec le mot assurance. Si tu ne sais pas quoi faire en page sur ton site, t'inquiète pas, viens chez nous. Hein, il y a matière. Et en plus, tu peux naviguer dans les sous-sujets où tu vas rencontrer des trucs sur les mutuelles en fonction des électifs, etc., etc., etc. Mais oui, c'est très intéressant. J'ai vu que tu avais fait une annonce, donc tu vas mettre donc sur ton canal, sur les lives que tu organises, maintenant tu vas mettre en avant des rédacteurs de ta communauté. Alors, c'est pas de ma communauté, c'est des rédacteurs qui veulent bien. Ouais. C'est pas forcément, moi j'ai pas de rédactrice attitrée, voilà, donc j'ai des rédactrices par contre qui me suivent sur LinkedIn, mais je trouve que si tu veux, les SEO s'invitent beaucoup entre eux.
Ouais. De temps en temps, il laisse la parole à une actrice par hasard quand ils ont personne à mettre. En fait, tu as des professions qui s'invitent beaucoup et où les gens, du coup, arrivent à... Et les rédacteurs, bah, moi, je vois pas personne les interviews. Pourquoi pourquoi est-ce qu'ils n'organisent pas ça de leur côté, enfin, dans leur... Apparemment, alors, peut-être qu'ils le font sur des trucs privés, mais ils ont peur d'être en front, peut-être. J'en sais rien. Le fait est que quelque part, j'ai publié ça lundi, et j'ai Stéphanie Berge qui a accepté, qui était notre spectre lors d'une vidéo complètement ratée d'un point de vue vidéo, mais qui était drôlissime, qui était marrante comme tout, parce qu'on a eu des effets visuels dus à un bug que je ne saurais pas refaire. Mais après, il me reste à convaincre d'autres rédacteurs de venir parler de leur spécialité, ce qu'elles aiment faire. Elles sont très. Il y en a qui sont, tu les imagines pas, qui sont très pointus en banque, par exemple. Il y en a qui sont très pointus dans certains domaines, comme. Et tu en as aussi qui sont très pointus, mais qui sont écœurés. Pendant un temps, tu as eu beaucoup de nanas qui bossaient pour des blogueuses mode. Puis à un moment, elles en ont eu marre. Hein. Bon, ça va, quoi. À un moment, ils ne savent plus quoi dire, quoi. Mais malgré tout, j'ai développé pas mal de choses autour des mascaras et tous ces trucs-là qui sont là-dedans parce que j'ai des rédactrices qui ont demandé ça, qui ont, voilà, pour leurs clients. Et si elles veulent, si elles ont le courage de monter leur trombine, de dire ce qu'elles aiment, elles, de quoi elles aiment parler, de ce qu'elles peuvent apporter finalement à leurs clients de par leurs habitudes, leurs connaissances d'un domaine, il ne faut pas se gêner, c'est vachement mieux qu'un poste LinkedIn qui va se perdre. Oui, ça va, mais écoute, on va relayer sans compter que je compte faire une page ensuite en mettant les liens de chacune. Ça, ils ne le savent pas encore, bah, chacune ou chacun d'ailleurs. Les mecs sont moins timides, hein. Mais quelque part, qu'ils utilisent ou pas les Édouards, je m'en fous complètement, c'est pas le propos. Mais je trouvais bien de donner la parole à cette communauté qui bosse avec nous et qu'on oublie volontiers, quoi. Hein. Oui, tout à fait. Vraiment, on les oublie, mais alors bien, quoi. Hein. Mais elles ne nous oublient pas parce qu'on n'arrête pas de les emmerder. Donc, on demandera à ajouter des mots qui ne sont pas naturels dans les textes. Je ne sais pas si tu te rends compte. Les pauvres, comment elles nous subissent. Donc, voilà, quoi. Donc, je pense que c'est bien. Après, ça dépendra de qui vient, quoi. Bon, il y en a 3-4, je pense qu'en assistant un peu, on va les avoir. Et puis après, quand ça. Mais elles ont un gros problème de timidité. Hein. Elles aiment bien être cachées. Sont des ghosts. Ouais, je vais faire revenir le boss parce qu'on arrive à la fin de l'heure. Alors, le boss, tu viens, on te reprend un peu dans le live 2 minutes. Bonjour. Bonjour, c'est pourquoi alors t'étais où? J'étais en train d'écrire mon article sur le Web3 et putain, j'ai trop de caractères là, je suis embêté, quoi. Ah! Tu veux dire que tu as du chien? Comment? T'as trop de caractères, tu veux du chien? T'as une limite ou quoi? T'as limité à combien? De quoi? Tu dis que t'as trop de caractères. La limite LinkedIn, là, je sais pas, j'en ai 2 fois trop, là, j'en ai marre, j'arrête. Ils vont augmenter. Hein. Ils vont augmenter. Mais ça voilà, va donc, voilà. Bah écoute, oui, ça va. On a une belle démo d'EasyWord avec une explication qui était très claire. Je trouve que c'était très bien. Très bien. Pour un produit qui finalement, que les gens croient équivalent à The Ventures du public ou qui mélange tout, en fait, alors que c'est le message, ça ne parle même pas de ça. Quoi. On va vous dire que c'est de notre faute. Hein. On n'a qu'à faire davantage de communiqués de presse, de trucs dessus, de live. Si tu fais des lives avec des rédacteurs. C'est des exemples et l'application, quoi. Oui, c'est ça. Mais si tu es dans les lives avec des rédacteurs qui utilisent l'outil, tu leur demandes de montrer comment ils utilisent l'outil. Je pense que ça va parler aux autres. Oui, mais les rédactrices, par contre, elles n'ont pas d'honneur d'ordre. Mais c'est pas. C'est, si tu veux, aussi parce que l'anglais n'étant pas, à l'époque, avant les grandes vacances, n'était pas assez développé. Et quelque part, c'était pénalisant par rapport à nos ambitions aux USA. Et donc, il faut à tout prix ramener l'anglais au même niveau que le français pour être crédible. Et là, donc, dans un mois, ça sera fait.
Et donc, on va pouvoir développer les deux conjointement. Faut dire que quand même, si le français a été tellement développé par rapport à l'anglais, c'est grâce à mon fournisseur d'accès Internet, n'est-ce pas, adorable, qui n'arrêtait pas de me couper la connexion. Et j'ai sacrifié l'anglais parce que je ne pouvais pas avancer. Et donc, voilà, je les assigne au tribunal à cause de ça d'ailleurs, parce qu'ils m'ont quand même fait chier pendant 8 mois. Jusqu'à 30 000 coupures par jour. Plus de téléphone, pas rien. Donc, c'est quand même assez grave, surtout pour une ligne pro. Et donc, ils m'ont empêché quelque part de faire tout le boulot que je voulais faire sur les Edward. Et donc, là, maintenant que j'ai une connexion qui est revenue, je bourre sur l'anglais pour rattraper le retard. Voilà, et on fait tourner à l'azote liquide pour rattraper. Voilà, parce qu'il y a de la demande là-bas. Hein. Les outils comme ça existe nulle part. Donc, mais par contre, il faut l'expliquer. Et ça, c'est compliqué. Parce que comme il ressemble à un outil de proposition de sujet, comme en charge public, par exemple, il peut être confondu. Et c'est là le piège. Attends, je vais retrouver son nom. Holistique. Tu as absolument raison, Christian. Ce qu'il faut, c'est que ce soit les utilisateurs qui le prennent en main, que ce soit des rédactrices mode qui montrent comment elles les utilisent. Ouais, ça va se faire, ça va se faire. C'est super. C'est en cours. On ne pouvait pas le faire tant que, je dis, parce qu'aux USA, on a carrément des RP en route. Hein, donc, on a des choses qui sont. C'est une autre boîte qui va s'en occuper et qui fait ça très bien. Et qui feront des démos, qui font des salons, qui font des confs. Voilà. Et donc, vous avez déjà trouvé un partenaire, alors vous avez trouvé un partenaire qui va vous aider. Oh, pour un produit comme ça, les USA, ils ne font pas la fine bouche. Hein. Il n'y a que les Français pour faire la fine bouche. Hein. Tu sais, alors là, pour le coup, on dit que nul n'est prophète dans son pays, mais alors la France, c'est les champions. Hein. Ils ne regardent même pas. Il y en a qui m'ont sorti quand le produit est sorti, quand j'ai monté le produit. Alors, c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas les cases à cocher. Donc, autant pour moi. Mais il n'y avait pas assez d'expression pour pouvoir faire des liens. Donc, des liens entre les sujets. Mais le fait est que il y a des gens qui m'ont posé, mais l'outil sert à quoi? Tu sais que tu peux quand même aller voir. Hein. Accessoirement, ça va même marqué dessus. Tu as des témoignages, tu as des vidéos. Mais les mecs, ils ont la flemme. Ils voient ça, ils disent, bon, ça peut poser bouclier. Quelle est la valeur ajoutée? Quelle est la différence? Et en fait, si tu veux, c'est pour ça que j'ai dit au début, Dan, qui est peut-être encore là, ce n'est pas un outil SEO, parce que pour moi, les SEO ne s'intéressent pas à ça, ce qu'on leur propose. Voilà. Mais ce n'est surtout pas un outil que pour les SEO. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire. C'est-à-dire que ça peut servir à des gens qui font des reportages, à un mec qui fait un film, enfin, pas un film, pas une fiction, mais un film sur, je sais pas moi, sur un village de Corse ou sur un. Il peut trouver des sujets, trouver des choses à dire, trouver des monuments qui se trouvent autour, ou trouver des dates, trouver des personnages importants, un écrivain qui a habité. Par coïncidence, il va le trouver en surfant dans l'Alexis tout simplement. Et il va voir son sujet et tout ce qu'il doit aborder, il l'aura. En fait, c'est vraiment multicanal, si tu veux. Et donc ça, c'est compliqué à expliquer parce que ça n'existe pas. Donc ça ne peut pas être comparé. Et quand c'est pas comparé, et c'est pas comparable, c'est compliqué à faire admettre aux gens. Voilà. Mais en même temps, j'en ai assez sué, donc autant qu'il reste unique le plus longtemps possible. Voilà. Donc ça, je suis partagé entre les deux en fait. Mais ça a plein d'applications possibles et des applications assez inattendues dont vous entendrez parler d'ici peu, des applications un peu détournées de l'outil, enfin, pas détournées, mais augmentées de l'outil, pas par nous, mais des choses très très belles qui arrivent autour de ça. Maintenant qu'on a des sujets en anglais, et tu te rends compte que j'arrive à faire des phrases avec des verbes inversés, des machins, des trucs, et je ne parle pas anglais, j'insiste dessus. Par contre, le raisonnement sujet, verbe, complément est quelque chose qu'on partage dans la quasi-totalité des pays que je traite. Alors, d'accord, tu as pour certains pays les déclinaisons, mais qui sont quelque part, tu as des déclinaisons, par exemple, le du en bulgare, il est confondu, quand tu as le du, il est confondu au mot. Bon, c'est une exception dans la langue avec quelque chose.
Ça, il faut le savoir. Mais d'une certaine manière, ça fonctionne toujours autour de 3 concepts qui se baladent dans notre tête, qui sont que quand tu formules quelque chose, ta pensée a besoin de reposer sur qui, quoi, et éventuellement, quoi, ce serait le verbe, hein, qu'est-ce qu'il fait, et puis avec quoi, peut-être le complément. C'est-à-dire qu'en gros, si vous formez une phrase, tu es obligé d'utiliser les 3. Et quelles que soient les langues, si tu classes par dictionnaire, comme je le fais moi, tu arrives à faire des trucs formidables. Et toutes les langues ont leur façon de formuler des questions. Alors, les Anglais, c'est peinard, parce que tu as 3 verbes auxiliaires. Ah, c'est simple. En français, tous les verbes peuvent être inversés. Ah, tu rigoles déjà beaucoup moins. En anglais, c'est du bonheur. C'est facile comme tout, quoi. Je veux dire, ils sont pas, c'est des vrais feignasses. Hein. Donc, je dirais que l'anglais est plus facile à faire alors que je ne parle pas anglais. J'arrive à comprendre ce que j'écris quand même. Hein. Ouais, mais tu as compris la musique, quoi. En fait, c'est un fonctionnement mental. C'est-à-dire que, quelque part, si je te dis, là, maintenant, Bruce Lee, tout court, il manque quelque chose. D'accord. Ouais, oui, non, mais voilà. J'ai pas fait de phrase, on est d'accord. J'ai prononcé le nom de quelqu'un. Mais quoi, mais qui, mais quoi, le film, le truc. Il faut un verbe derrière. Il faut un verbe qui va préciser l'action. Et tu as besoin derrière d'un complément parce que tu as des circonstances dans lesquelles l'action peut être, alors soit sur lequel le verbe va agir, c'est-à-dire tu agis sur quelque chose, ou avec quelque chose, ou contre quelque chose, mais tu as forcément. Et toutes les langues occidentales, en tout cas, pas celles qui sont en idéogramme, fonctionnent comme ça. Et au fond, si tu arrives à représenter en machine cette espèce de trilogie du fonctionnement de des langues, tu peux faire plein de trucs. Alors après, ce qu'il y a, c'est que tu as des mots, tu as des faux amis, tu as des choses comme ça, mais ça, on gère. C'est pas le plus dur. Savoir, pas mettre 2 verbes, par exemple, 2 verbes, ça peut exister, mais c'est plus difficile à manier, par exemple, qu'en mettre un seul. Aurions-nous pu, ça va, c'est un temps, mais tu as des choses, est-il possible de faire c'est pas immédiat, si tu veux, à gérer en machine. Ok, ben, je propose qu'on arrête le live là, puisque ça fait 1h30. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens même qui nous écoutent. Je t'avais dit qu'un quart d'heure, c'était trop peu. Oui, c'est vrai, ça. Tu m'avais prévenu, parce que je vois qu'il n'y a plus personne qui regarde, en tout cas sur la petite icône ici. Ouais, en tout cas, merci pour ceux qui regarderont le replay. Voilà, il y aura le replay, il y aura tout ça. Merci pour ceux qui auront regardé le replay. Après, c'est pas forcément exact, là, le nombre de vues. Là. Ah oui. Bon. On regarde après. On a bien fait le tour. Moi, je vais le regarder sur le retour, là. J'ai une petite demi-heure de route. Ok. En tout cas, bonne soirée à tous les deux. Attends, je coupe le live et puis on peut... Ok.